On continue sur les machines de tirage vertical. J'avais promis à Bouldo des photos de JAL, alors restez bien jusqu'à la fin. Donc ça, les deux premières machines, c'était des machines avec un seul pivot, c'est-à-dire que le bras de levier sur lequel on tire tourne autour d'un pivot et les disques tournent autour du même pivot. Mais là, sur les machines qu'on va avoir après, en commençant par la Jim Equip, on va voir qu'il y a deux pivots et les deux bras vont tourner autour de deux pivots différents. Donc Jimmy Cooke, c'est une marque espagnole. Ils ont une gamme très étendue de matos. Euh, c'est à la fois des copies et en même temps des trucs plus ou moins originaux. Et c'est pas trop cher. Donc là, on voit que ici les disques. Bon, je vais montrer la machine en mouvement. Voilà. Ce qu'on peut voir en termes de trajectoire, c'est que les deux bras sont indépendants. La machine est divergente. On a des poignées qui sont plutôt en prise neutre ou prise semi-pronation. Et la trajectoire, elle est assez proche de la machine Hammer. Et d'ailleurs, ouais, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est vrai que c'est la machine Hammer et puis celle-ci, ça génère en fait des trajectoires qui sont pas vraiment reproductibles avec au poids de corps. On peut pas vraiment faire des mouvements comme ça au poids de corps. Si maintenant je m'intéresse à la représentation mécanique, donc j'ai récupéré sur la vidéo de Kylian Hagen qui a acheté cette machine-là, j'ai pu représenter la machine avec des proportions assez bien conservées. Donc en fait, on voit sur cette machine, comme je disais, il y a deux pivots. Donc la main utilisateur tourne autour de ce pivot-là et les disques, donc qui reposent sur ce bras-là, tournent autour de ce pivot-là. Donc alors, pour comprendre comment fonctionne la machine, on va partir du bras de levier résistant et on va décomposer pour voir comment ce bras de levier résistant est mis en mouvement. Donc on a des disques donc, qui génèrent la résistance, qui sont tout au bout de ce bras-là. Et pour pouvoir mettre en mouvement ce bras-là, donc les fabricants, ils ont choisi de mettre un bras, le bras JL ici, qui est à peu près positionné aux trois quarts. Et donc pour pouvoir le mettre en mouvement, bon, bah, il faut tirer sur ce bras JL, et en tirant sur ce bras JL, ben, le disque, enfin le bras résistant va se lever, quoi. Maintenant, la question c'est comment faire pour me mettre en mouvement, enfin, tirer sur ce bras JL. Alors, en fait, c'est de l'autre côté, le point L, lui, il appartient à un bras, ici, qui lui tourne autour de ce pivot. Et bah, pour mettre en rotation ce bras-là, bah, en fait, il y a une main ici et on tire dessus. Donc voilà, c'est entre guillemets aussi simple que ça, quoi. Et en fait, ce que je pensais un peu intuitivement et naïvement au début, et c'était une erreur, c'est qu'il suffisait de tracer la trajectoire du bras de levier résistant, ici, donc ce que je suis en train de tracer en bleu, pour pouvoir représenter la courbe de résistance. Et donc en se disant, ben, si la courbe de résistance, si la trajectoire est comme ça, ben, au début la résistance elle est faible, puis après elle va monter progressivement, atteindre un maximum quand le bras de levier résistant sera à l'horizontale à peu près ici, et puis diminuer un petit peu. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche parce qu'il y a deux pivots et la machine est quand même plus compliquée que ça. Et il faut juste représenter cette force de gravité là, et puis après la reporter en ce point-là, donc déterminer la force qui est nécessaire pour pouvoir mettre, pour pouvoir mettre en rotation ce disque, la reporter en point L ici, et puis après la reporter de l'autre côté en tenant compte à chaque fois des longueurs de bras de levier qui sont pas les mêmes évidemment, et puis en tenant compte aussi des angles d'application de la force, on va dire ça comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la force à appliquer ici, c'est une force à appliquer qui est strictement suffisante et elle est tangente à la trajectoire. Donc si je reviens sur la position de départ, ici en termes de courbe de résistance, on va voir que la courbe de résistance elle est maximale à peu près au départ, elle est 90%, il me semble qu'ensuite ça augmente un peu. Voilà, ça augmente un peu, on atteint assez rapidement le maximum, et ensuite ça fait que diminuer. Ça fait que diminuer, alors là ça rame beaucoup, ça fait que diminuer, et quand on arrive à la fin du mouvement, à peu près ici on atteint à peu près 60%, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on atteint 60%. Donc en fait, alors ce sera vérifié dans la vraie vie, parce que cette machine, moi je ne l'ai jamais utilisée, mais il semble qu'en fait la résistance est très élevée en position de départ au moment où on a les dorsaux les plus étirés
et les biceps c'est le plus étiré. Et quand on est en fin de mouvement, il y a beaucoup moins de résistance. On perd 40 points de résistance à peu près, quoi. Je ne sais pas si en termes de biomécanique, la résistance elle est vraiment pertinente par rapport à la sollicitation des dorsaux, des biceps, du chef-long, du triceps. Moi je suis un peu sceptique, mais bon, faudrait essayer la machine. Et donc voilà pour cette machine. Maintenant, si on passe à la machine Prime. Alors, Prime Fitness, c'est une marque américaine. Donc, c'est la marque qui a un peu généralisé, enfin, pas généralisé, c'est la marque qui a développé le fait d'avoir plusieurs épis sur les machines à disques. Et je crois qu'il n'y a aucune marque qui a copié cette idée. C'est une bonne idée, mais personne n'a l'idée de la copier, quoi. Bon. Donc, sur cette machine de tirage, il y a cette histoire de trois épis, donc l'épi du milieu, l'épi du bas, l'épi du haut, donc pour faire varier la courbe de résistance. Et c'est aussi une machine à levier avec deux pivots, donc un pivot pour le bras utilisateur et un pivot pour les disques. On voit sur cette machine-là que en termes de trajectoire, les deux bras ne sont pas indépendants. Et la trajectoire, elle n'est pas divergente non plus. Et ils ont mis les poignets, là, leurs poignets un peu propriétaires, qui ont l'air très bien. J'aimerais bien les essayer. On voit le bras aussi, ici. Il y a un réglage en fait sur ce bras avec la poignée verte là, qui permet d'allonger le positionnement ici enfin d'allonger la longueur de ce bras là, et donc d'avoir la position de départ plus ou moins haute en fonction de si on est grand, si on a des grands bras. Donc ça aussi c'est rare, hein. Je crois que c'est l'une des seules machines de tirage vertical qui donne cette possibilité. Donc là j'ai commencé par représenter la machine avec les disques ici sur l'épi du milieu. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que donc, comme je disais, il y a deux pivots. Un pivot ici pour le bras de levier sur lequel on va tirer, et puis un pivot ici sur lequel on va mettre les disques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, le contrepoids, on ne va pas du tout s'y intéresser. En fait, je pense qu'elle permet juste d'être en position d'attente, en position haute, comme c'est représenté à peu près comme ça, quoi. Donc ça, on ne va pas s'y intéresser. On va faire une autre hypothèse aussi, c'est que quand les disques sont sur l'épi du milieu, le poids du reste de la machine, épi du haut et épi du bas, sont négligeables par rapport au poids des disques. Donc là, ce à quoi on va s'intéresser, c'est la courbe de résistance. Donc quand on est en position de départ, la résistance elle est déjà maximale en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que intuitivement, quand on est ici en position de départ, la résistance elle est pas maximale. Quand le bras de levier va être à l'horizontale, on va passer par un maximum, et puis la résistance va diminuer. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Donc en fait, on est sur un maximum dès le début, la résistance va diminuer. En fait, elle va faire que diminuer, ou elle va atteindre environ 70%. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas vraiment intuitif sur cette machine. Et encore une fois, il faudrait l'essayer, hein. Je l'ai pas essayé, cette machine Prime. Mais a priori, quand on est en position de départ, la résistance est max. Et quand on arrive en position d'arrivée, on passe à 70%. Donc il y a quand même une sacrée différence. Donc maintenant, si je représente la même chose, mais cette fois pour l'épi du haut, donc je vais me mettre en position de départ. Et là, sur l'épi du haut, au début, on est là aussi sur une résistance maximale au début du mouvement. Et au fur et à mesure qu'on va tirer, la résistance va là aussi diminuer, et elle va beaucoup diminuer. Elle va beaucoup plus vite diminuer en fait que sur la position du milieu, puisque en position d'arrivée, on va atteindre environ 40%. Donc on va passer de 100% à 40% sur l'épi du haut. Là. Et si on regarde maintenant sur l'épi du bas, et je vais me mettre en position de départ. Donc en position de départ, on va commencer avec une résistance de 78% à peu près. On va commencer à tirer, la résistance va augmenter et elle va passer assez rapidement par un maximum, ici. Et on va continuer de monter et la résistance va diminuer. Mais pas beaucoup en fait. Alors ce résultat, il n'est pas forcément très intuitif et en fait, par quoi on pourrait l'expliquer? Pour moi, la principale explication, elle est liée au fait que ce qui va compter, c'est l'angle qui va être formé par le bras GS par rapport au bras de levier résistant. Donc ici, en l'occurrence, pivot au disque. C'est quoi la position finalement dans laquelle on a le plus de force? C'est la position dans laquelle le bras GS
forme un angle droit avec le bras de levier moteur, le bras de levier résistant, pardon. Et ça, en fait, bon, bah, si on voit sur cet exemple-là, cet angle-là, il va être formé plutôt à la fin, en fait, autour de quand on va être arrivé en position d'arrivée. Donc c'est pour ça que c'est dans cette position-là qu'on va avoir de la force, c'est-à-dire que la force qu'on va produire va permettre de générer un moment par rapport au pivot, et donc de mettre en rotation le disque. Mais quand on est en position quand on est plutôt au début du mouvement, quand on est au début du mouvement, en fait, le bras GS sur lequel on tire par l'intermédiaire de la main, bien sûr, il ne forme pas du tout un angle de 90 degrés, il forme un angle plus grand que 90 degrés par rapport au levier, au bras de levier résistant. Donc en fait, on ne tire pas du tout dans une position optimale. Et c'est pour ça que la résistance, la force à produire est plus importante. Donc voilà essentiellement pour les machines de tirage. Je voulais vous montrer un dernier détail, c'est sur la direction de la force à appliquer. En fait, c'est quand je suis allé m'entraîner en Allemagne au FIBO. Donc j'avais testé cette machine, cette machine de tirage de la gamme Signature chez Life Fitness. Et je me suis dit, en fait, on a un bras de levier ici, moteur, qui est très grand par rapport au bras de levier résistant. Et je me suis dit, du coup, on a beaucoup de force et tout, on peut mettre beaucoup de disques, je peux tirer comme un bourrin. Et en fait, ça, c'était pas du tout le cas. J'étais vraiment surpris par le fait de la résistance qui a été générée par la machine. En fait, il n'y avait pas besoin de mettre beaucoup de disques et c'était déjà très rapidement lourd. Mais cette machine, c'est quasiment la même que celle-ci. En fait, on s'en rend pas forcément compte parce que l'angle est un peu bizarre, mais finalement, elle est très proche de celle-ci. Comment on peut expliquer cette différence? C'est en fait lié à cette histoire de direction de la force à appliquer. Je vais me remettre en position de départ. En fait, la force à appliquer ici, c'est une force qui est strictement suffisante en fonction de la gravité et donc du nombre de disques qu'on met ici. Donc c'est une force qui est strictement suffisante pour mettre en mouvement la machine. Et comment on détermine en fait, c'est quoi les caractéristiques de cette force strictement suffisante? Bon, déjà, son origine va être la position de la main. Sa longueur ou la norme de ce vecteur-là, elle va être fonction en fait de la norme de ce vecteur gravité-là et aussi des bras de levier. Donc en l'occurrence cette longueur-là et cette longueur-là. La direction, donc c'est la direction qui est finalement optimale pour pouvoir mettre en rotation la main par rapport au pivot. Donc ça va être une direction qui va être tangente à la trajectoire. Donc je vais essayer de le représenter. On le voit bien ici, ce vecteur-là, il est tangent à la trajectoire qui est en gris là. Et le sens de cette force à appliquer, c'est évidemment vers le bas, quoi. Donc ça, c'est finalement une force à appliquer strictement suffisante, mais qui est théorique. Elle est théorique dans le sens où, finalement, pour pouvoir avoir juste généré cette force-là, il faut tirer dans cette direction-là. Mais ce qu'on voit bien ici, et je vais mettre en position de départ, on va bien le voir, c'est qu'en fait, l'utilisateur, lui, il ne tire pas dans cette direction-là, il tire dans cette direction-là. On voit qu'il tire en direction de son bras, quoi. Il ne va pas tirer dans cette direction-là, c'est pas possible. Ou alors, il faudrait qu'il se déplace, quoi. Mais sauf qu'il ne peut pas. Il est assis ici, donc le type, il tire dans cette direction-là. Et donc, en fait, comme il tire dans une position qui n'est pas la meilleure, qui n'est pas optimale, finalement, la force qu'il doit générer est plus grande qu'une force strictement suffisante qui serait générée dans la direction la meilleure. Et donc, c'est pour cette raison que sur cette machine-là, et aussi sur la machine Gym Equip, donc on va le voir sur la position de départ, c'est pour cette raison que finalement, sur ces machines-là, il y a besoin de générer beaucoup de force, parce que la force qu'on applique, ou la direction de la force qu'on est en train d'appliquer, elle n'est pas dans le sens elle n'est pas dans dans la direction optimale par rapport à une force à appliquer strictement suffisante, quoi. Voilà, c'est un petit détail que je voulais vous expliquer. C'est pas hyper important et finalement ça s'applique. J'ai l'impression que ça s'applique que sur un nombre très restreint de machines, mais ça me paraissait intéressant à regarder. Vous vouliez voir Jal, le voilà en action. Bon, on en profite pour lui passer le salam. Et dans la prochaine vidéo, même si ça sert à rien d'entraîner les cuisses, on comparera différents exercices et machines pour les cuisses, des presses, des pendulums et peut-être des belt squats.